Clément vivait au 8e étage d'un immeuble HLM dans le quartier des Buères, à Villeurbanne. Les murs de l'appartement étaient fins comme du papier, mais sa mère disait toujours que c'était assez pour commencer une vie. Elle travaillait comme agent d'entretien au collège Jean Moulin, juste au bout de la rue, où Clément était aussi élève en classe de 3e. Il n'était ni le meilleur de la classe, ni un prodige. Il n'aimait pas parler en public, évitait les disputes, et n'avait jamais remporté de concours. Mais il avait quelque chose d'autre. Une capacité étrange à sentir quand quelqu'un n'allait pas bien. Il ne posait pas de grandes questions. Il était juste là. Présent. Sans insister. Un mardi après-midi, alors qu'il s'était réfugié dans le CDI pour fuir un cours d'EPS qu'il détestait, il s'assit devant un vieil ordinateur poussiéreux et se mit à coder. Rien de très compliqué. Juste une interface noire avec une ligne de texte blanche. Il l'appela « Écoute ». Il ne savait pas vraiment pourquoi il faisait ça. Il avait vu des chatbots sur Internet, des assistants vocaux qui répondaient avec des tonnes d'informations. Mais lui, il voulait autre chose. Un programme qui ne réponde pas, ou du moins pas tout de suite. Un programme qui pose des questions. Desk questions simples. Il écrivit la première ligne. Bonjour. Tu veux parler ou tu préfères que je reste silencieux avec toi? C'était maladroit. Mais honnête. Clément testa lui-même. Il écrivit « Je suis fatigué ». Le programme répondit « Tu veux dire plus? Ou juste respirer un peu ?» Il relut la réponse. Ce n'était pas brillant, ni philosophique. Mais il sentit quelque chose d'humain. To do. Il enregistra le fichier sur une clé USB et le montra le lendemain à Maëlle, une camarade de classe souvent seule, toujours avec ses écouteurs même quand il n'y avait pas de musique. Elle essaya le programme sans enthousiasme, d'abord en tapant « Personne ne me voit ici ». Le programme répondit « Tu veux que je reste ici un moment ?» Maëlle reste Fiji. Puis elle enleva lentement ses écouteurs. Elle ne parla pas à Clément. Mais elle resta là, longtemps, à regarder l'écran. Ce jour-là, Clément comprit que ce qu'il avait fait n'était peut-être pas juste un petit jeu de code. La rumeur se répandit doucement. Quelques élèves commencèrent à venir lui demander s'il pouvait essayer « ton petit logiciel bizarre ». Chaque fois, Clément observait en silence, écoutait les réactions, notait les phrases qui touchaient, celles qui blessaient, celles qui semblaient tomber à plat. I'll find a sun program. Moins de mots. Plus d'espace. Il remplaça les réponses par des invitations. C'est difficile, non? Tu veux m'écrire ou juste que je reste? Il comprit vite que ce qui touchait les gens n'était pas l'intelligence de la machine, mais sa capacité à ne pas envahir. À laisser de la place. Un jour, alors qu'il rangeait la salle informatique, Madame Dubois, la professeure documentaliste, lui demanda ce qu'il bricolait tous ces midis. Il hésita. Puis il lui montra. Elle lut. Elle testa. Elle resta un long moment sans rien dire. Puis elle dit, « Tu sais, Clément, ce n'est pas une invention, c'est un espace. Et on en manque terriblement. » C'est elle qui l'encouragea à présenter son projet lors d'un petit forum numérique organisé par la mairie. Clément refusa d'abord. Il détestait parler en public. Mais elle insista, sans pression. Comme son programme. Le jour de la présentation, Clément n'avait pas de diapo. Il avait juste ramené un ordinateur et une chaise. Il raconta simplement l'histoire de Maëlle, sans donner son nom. Il parla de la première phrase tapée. De la réponse. Du silence qui avait suivi. Ce n'est pas un chatbot qui donne des solutions. C'est juste un endroit qui ne vous interrompt pas. The public reste calm. Puis un homme dans l'assistance d'un inspecteur académique, sans que Clément le sache, se leva et dit « Je n'ai jamais entendu un élève parler du silence avec autant de respect. » De retour au collège, Clément trouva un vieux banc en bois près des casiers. Il demanda s'il pouvait le déplacer dans un coin tranquille du hall d'entrée. On accepta, pensant à un projet artistique. Il écrivit une pancarte. « Asseyez-vous. Parlez si vous voulez. Je peux rester aussi. » Le lendemain, il s'installa. Pas avec un ordinateur. Pas avec un casque. Juste lui. Avec un carnet. Pendant la première heure, personne ne s'approcha. Puis, discrètement, une élève de 6e s'assit. Elle n'y parle pas. Mais elle resta. 15 minutes. Puis se leva. Sans un mot. T. Clement Nota. Première présence. Aucun mot.
Poids, immense. Les jours suivants, le banc ne désemplissait pas. Parfois, ils étaient deux à attendre. Parfois, ils ne disaient rien. Clément venait chaque matin un peu plus tôt pour replacer la pancarte s'il avait été déplacé pendant la nuit. Il s'asseyait, carnet à la main, et accueillait les présences. Pas les confidences. Juste les présences. Un professeur de SVT, Monsieur Lefebvre, passa devant un jour et s'arrêta. « Tu fais une expérience » demanda-t-il, mi-amusé, mi-curieux. « Non. » Je fais de l'espace. Le professeur fronça les sourcils, puis sourit doucement, comme s'il avait compris quelque chose de trop subtil pour être expliqué. Un matin de pluie, alors que l'odeur de moisi montait des casiers trempés, un élève de 3e s'installa. Il portait une capuche et un regard fermé. « Je suis censé être en colle » murmura-t-il. Clément ne répondit rien. Le garçon fixa le sol. Il pense que je suis insolent. Mais je suis juste fatigué. Ma mère bosse de nuit, et moi je garde ma sœur. Clément ouvrit son carnet, mais ne nota rien. Il leva les yeux, simplement. « Tu veux que je t'écoute, ou qu'on reste juste là ?» Le garçon haussa les épaules. Puis, après un long silence. « Reste. » C'est tout. Le bruit du banc commença à sortir des murs du collège. Madame Dubois en parla à une amie journaliste de Lyon-Capitale. L'article, publié en ligne, portait un titre étrange. « Quand le silence soigne, le banc d'un collégien devient refuge. » Les commentaires affluèrent. Des enseignants, des parents, des psychologues. Clément se sentit à la fois fier et mal à l'aise. Ce qu'il faisait lui semblait trop petit, trop simple pour devenir sujet d'article. Mais un mail changea tout. Il venait de la délégation académique au numérique éducatif de la région. Ils avaient lu l'article. Ils souhaitaient rencontrer Clément. Pas pour lui remettre un prix. Pour comprendre ce qu'il avait créé et pourquoi ça fonctionnait. Il fut invité à participer à une journée d'échange sur l'innovation pédagogique à la préfecture. Il n'était jamais allé aussi loin. Maman lui prêta sa chemise blanche. Elle resta debout toute la nuit pour la repasser. « Tu ne représentes pas seulement ton idée, » lui dit-elle. « Tu représentes tous ceux qui n'ont jamais osé dire qu'ils avaient quelque chose à offrir. » Dans la salle de conférence, Clément était le plus jeune, de loin. Des inspecteurs, des enseignants, des chefs d'établissement parlaient d'outils numériques, de tableaux interactifs, d'intelligence artificielle pour suivre les émotions des élèves. Quand son tour arriva, Clément monta sur l'estrade, mains dans les poches, visage pâle. Il prit une respiration. « J'ai rien d'intelligent à dire » commença-t-il. « Juste une chose simple, on ne peut pas obliger quelqu'un à parler. Mais on peut lui montrer qu'il a le droit d'être écouté, même s'il ne parle pas. » Il raconta l'histoire du banc. Puis, au lieu de finir sur un merci, il sortit une chaise pliante qu'il avait apportée, la plaça au centre de l'estrade, et accrocha la pancarte. Il s'assit. Et garda le silence. D'abord, il y eut des rires gênés. Puis des silences. Et finalement, un homme proviseur d'un lycée de Grenoble se leva, monta sur scène, et s'assit à côté de lui. Ils restèrent là, 2 minutes. 3 peut-être. Puis la salle applaudit. Longtemps. Pas bruyamment. Mais profondément. Le lendemain, Clément reçut une invitation à Paris. Le ministère de l'Éducation souhaitait intégrer son idée dans un programme pilote pour les collèges REP+, réseau d'éducation prioritaire. Mais ils avaient une condition, professionnaliser le concept. Créer une application mobile. Numériser les réponses. Former des écoutants certifiés. Clément lut la proposition 3 fois. Il comprit ce qu'on lui offrait, reconnaissance, soutien, avenir. Mais il sentit aussi ce qu'on lui demandait, sacrifier la lenteur, l'humain, l'incertain. Il demanda un délai de réflexion. Puis il retourna au collège, s'assit sur son banc, et observa. Ce jour-là, personne ne vint s'asseoir. Il pleuvait. Il faisait froid. Mais pour Clément, ce fut une des journées les plus claires de sa vie. Il nota dans son carnet. Si on attend que ce soit rentable pour écouter quelqu'un, on n'écoute plus. On gère. Quelques jours plus tard, il répondit au ministère. Parliament. Fermement. Non. Il refusa l'application. Refusa la certification. Il ne voulait pas qu'on transforme son idée en produit. Il voulait que les gens la vivent, pas qu'ils la téléchargent. À la place,
Clément lança un appel à bénévoles dans d'autres collèges. Unbank. Une chaise. Une personne prête à s'asseoir. C'est tout ce qu'il faut. À sa grande surprise, il reçut plus de 50 réponses en une semaine. Des surveillants. Des bibliothécaires. Des élèves. Et chaque fois, il leur répétait. N'écoutez pas pour comprendre. Écoutez pour que l'autre comprenne qu'il est digne d'être entendu. Et le mouvement commença. Sans logo. Sans slogan. Just a Banks. Et des présences. Un mois après son refus du ministère, Clément se retrouva invité dans une petite salle municipale à Toulouse. Une professeure d'art plastique, Solène Valois, avait entendu parler du projet et avait décidé de lancer un banc d'écoute dans son collège de ZEP. Elle avait peint elle-même le panneau « Ici, pas de jugement. Asseyez-vous, ou passez. C'est déjà assez ». Clément, accompagné de sa mère pour la première fois, assista à la rencontre. Il vit des élèves de 5e s'installer par deux, silencieusement. Une surveillante s'assit près d'un garçon en retrait et ne dit rien pendant 10 minutes. Quand le garçon partit, elle se contenta de fermer les yeux un instant, comme si elle venait d'écouter une symphonie invisible. Solène s'approcha de Clément, touchée. « Tu sais ce que tu as déclenché ? Tu as ouvert un espace que personne ne pensait utile. Un espace sans utilité immédiate. Donc précieux. » Clément répondit doucement. « Je voulais juste que quelqu'un me voie quand moi-même je n'avais rien à dire. » Le réseau se développa. Pas comme une mode. Pas comme un effet viral. Mais comme une lente germination. À Marseille, un centre social installa un banc d'écoute au milieu d'un quartier nord. Un éducateur expliqua que c'était devenu l'endroit le plus sûr du centre. À Strasbourg, une classe de CAP coiffure créa un miroir d'écoute. On s'asseyait, regardait son propre reflet, et quelqu'un était là, derrière, juste pour être là. Chaque lieu réinterprétait le concept à sa manière. Mais l'essence demeurait. Présence, silence, non-intervention. Pendant ce temps, Clément reçut un autre message inattendu. Une école de design social à Nantes proposait de créer avec lui une version itinérante du banc. Un dispositif mobile, léger, que des lycéens pourraient transporter dans les festivals, les gares, les marchés. Clément hésita. Pas à cause du principe. Mais par peur qu'en se déplaçant, le banc perde sa stabilité. Il accepta à une seule condition, qu'aucune technologie ne soit ajoutée. Pas de micro. Pas de QR code. Pas de badge à scanner. L'invisible est assez puissant comme ça, dit-il à l'équipe. Ils comprirent. Et ensemble, ils bâtirent le banc nomade. Une structure en bois pliable, avec une simple phrase gravée. Je suis là si tu veux t'asseoir. Sinon, je suis là quand même. À Paris, le banc nomade fut installé pour la première fois dans la gare Saint-Lazare. Des milliers de passants. Peu de regards. Mais un jeune homme en costume s'arrêta. I'll let l'inscription. Il hésita. Puis s'assit. Clément, qui se trouvait là, s'approcha lentement. Pas pour lui parler. Mais pour l'accompagner. Le jeune homme resta immobile pendant 7 minutes. Puis il dit, sans regarder Clément. Mon père est mort hier. Je n'ai rien dit à personne. Même pas à ma compagne. Clement any bouhea pas. Le silence fit son œuvre. Le jeune homme ajouta. Je crois que j'avais juste besoin que quelqu'un m'entende sans que j'aie à expliquer. Et il partit. Sans se retourner. De retour à Lyon, Clément reçut un message d'un homme nommé Jules Benard. Un ancien professeur d'informatique qui avait lu un article sur les bancs d'écoute et voulait proposer une collaboration innovante. Ils se rencontrèrent dans un café près de la place Bellecour. Jules, la cinquantaine, portait des lunettes connectées et parlait avec passion d'intelligence artificielle. Ce que tu fais est magnifique, Clément. Mais ce n'est pas durable à grande échelle. On peut créer un agent conversationnel basé sur ton approche. Il poserait les bonnes questions, imiterait les silences, s'adapterait aux réponses. Imagine, 1000 bancs virtuels, accessibles à tous, partout. Clement Akuta. Polyment. Longment. Puis répondit. Je ne cherche pas à être partout. Je cherche à être là. Quand quelqu'un choisit de s'asseoir, c'est un acte. Pas un clic. On ne duplique pas un geste humain comme on duplique un code. Jules insista. Parla de financement. De visibilité mondiale. Clément secoua la tête. Ce n'est pas qu'une idée à reproduire. C'est un rythme à respecter.
Ils se quittèrent sans se serrer la main. Quelques semaines plus tard, Clément découvrit que Jules avait lancé sa propre plateforme, Éco-Écoute. Un site interactif, aux couleurs pastel, qui permettait des dialogues compassionnels assistés par IA. Les médias s'emparèrent du sujet. Enfin une solution scalable à la souffrance silencieuse, titra Le Monde. Des écoles commencèrent à l'expérimenter. Clément ne répondit à aucune sollicitation. Mais dans son carnet, il écrivit. Quand l'écoute devient instantanée, elle cesse d'être une attente partagée. Elle devient une distraction. Il n'en parla à personne. Mais il alla, ce soir-là, replacer lui-même la pancarte de son premier banc, au collège Jean Moulin. Elle avait pâli. Le scotch décollait. Il en colla une nouvelle. Et resta assis là, 1 heure. Aucun élève ne vint. Mais le lendemain matin, un mot avait été glissé sous la pancarte. Merci. Je reviendrai quand j'aurai les mots. En attendant, je sais que je peux m'asseoir. L'hiver s'installait lentement sur Lyon. Le matin, les vitres du tramway se couvraient de buée, et les élèves arrivaient au collège emmitouflés, les joues rouges, les yeux à moitié fermés. Le banc d'écoute, lui, n'avait pas changé. Toujours dans son coin, toujours simple. Une chaise, un panneau, et parfois Clément. Mais Clément venait de moins en moins. Pas par désintérêt. Par débordement. Depuis le lancement des bancs nomades, les sollicitations s'étaient multipliées. Associations, écoles, maisons de quartier, bibliothèques. Tous voulaient un banc. Tous voulaient comprendre comment ça marche. Mais justement, Clément ne savait plus comment expliquer que ce n'était pas un modèle. Ce n'était pas une méthode reproductible. C'était une posture. Une manière d'être là. Un matin, il reçut un appel de Claire Jourdain, déléguée de l'Éducation nationale au bien-être scolaire. Clément, on pense organiser un congrès national sur l'écoute à l'école. Ce serait en mars, à Paris. On voudrait que tu en sois le fil rouge. Il ne répondit pas tout de suite. Claire ajouta. On ne veut pas que tu fasses un show. On veut que tu sois témoin. Ta parole, elle pose les bonnes questions, pas les réponses. Il accepta. Mais demanda une chose, qu'un élève parle aussi. Pas un exemple réussi, pas une vitrine. Juste un ou une élève qui ait vécu le banc de l'intérieur. Claire hésita. Puis dit. Trouve-moi cette voix, et on l'écoutera. I'll pensa Amael. Cela faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas parlé. Elle avait quitté le collège depuis 1 an et demi, maintenant en lycée professionnel, option photographie. Il lui envoya un message. J'aurais besoin de toi. Pas pour dire quelque chose de fort. Juste pour être là, avec ton vécu. Elle mit 2 jours à répondre. Puis. Ok. Mais je veux que tu sois là aussi. On ne laisse pas un banc tout seul, pas vrai. À Paris, le congrès se tenait dans un grand auditorium du ministère. Des centaines d'enseignants, de personnels éducatifs, de chercheurs. Sur scène, un estrade sobre. 2 fauteuils. Un micro. Clément, mains croisées sur les genoux, attendait. Puis Maëlle arriva. Veste en jean, appareil photo autour du cou, pas trop sûre d'elle mais les yeux calmes. Elle prit le micro. Je m'appelle Maëlle. J'ai 16 ans. Et j'ai grandi sans trop savoir où poser mes émotions. Chez moi, c'était tendu. À l'école, j'étais invisible. Et puis il y avait ce banc. Ce banc où personne ne me demandait de raconter tout. On s'asseyait. On restait. Et un jour, j'ai parlé. Pas tout. Juste un petit morceau de vrai. Et personne ne m'a interrompu. Silence. Elle regarda Clément, puis le public. Ce que vous voyez comme un outil pédagogique, moi je l'ai vécu comme un refuge. Et un refuge, ça ne s'industrialise pas. Clement ne parla pas. Il n'ajouta rien. Il s'assit juste à côté d'elle. Et le silence devint le message. À la sortie du congrès, Clément reçut une pluie de demandes. Des mairies, des rectorats, des fondations privées. Tous voulaient participer, soutenir, financer. Mais certains voulaient aussi optimiser. An email attira son attention. Il venait d'un laboratoire universitaire de psychologie cognitive. Il proposait d'analyser les temps de parole sur banc, les fréquences d'émotion, les types de silence. Clément leur répondit en une ligne. Quand on mesure le silence, on le tue. Mais tout le monde ne comprenait pas ce refus du progrès.
Certaines écoles abandonnèrent le projet faute de résultats tangibles. Des inspecteurs s'impatientaient. À quoi ça sert si on ne peut pas l'évaluer? Clément comprenait leurs exigences. Mais il restait ferme. Un jour, dans une réunion, un chef d'établissement lui demanda: « Tu veux vraiment qu'on implémente ça dans tout le pays sans modèle? Sans protocole ?» Clément répondit: « Je veux qu'on l'offre, pas qu'on l'impose. C'est un geste, pas un produit. » Ce soir-là, en rentrant chez lui, il trouva un colis dans sa boîte aux lettres. Aucune adresse d'expéditeur. À l'intérieur, un petit carnet noir. Sur la première page, une phrase manuscrite. « Tu as créé un lieu où même ceux qui n'ont pas de mots peuvent être écoutés. Continue. Ne t'excuse pas d'aller lentement. » Signé, une ancienne silencieuse. Il s'assit sur le canapé, carnet contre lui, et ferma les yeux. Il se rappela le premier jour, le premier banc, le premier regard échangé sans parole. Et il sut qu'il ne reviendrait pas en arrière. Dans les mois suivants, Clément lança un nouveau type de banc, qu'il appela Écho. Ce n'étaient pas des lieux de parole. Ce n'étaient même plus des bancs au sens strict. C'étaient des coins de bibliothèque, des salles vides le midi, des marches d'escalier, marquées simplement d'un petit carton. Ici, tu peux t'asseoir. Tu peux te taire. Tu peux exister. Et il demanda à ceux qui avaient déjà écouté de devenir des gardiens de présence. Pas des modérateurs. Pas des psys. Juste des gens capables de rester là, sans consommer l'émotion de l'autre. Il forma les premiers à Dijon, puis à Lille, puis à Brest. Pas de formation certifiante. Juste un moment partagé. Et une promesse. Je serai là, même si tu ne dis rien. Et surtout si tu ne dis rien. Le printemps arriva à Lyon avec une douceur étrange cette année-là. Les cerisiers du parc de la Tête d'Or fleurirent plus tôt que prévu, et les bancs publics se remplirent de couples, d'étudiants, de retraités. Clément, lui, passait ses journées entre les gares, les lycées, les maisons de quartier. Partout, on l'invitait. Partout, il répétait la même chose. Ce n'est pas une méthode. C'est une manière d'habiter le silence. À mesure que le projet prenait de l'ampleur, certains commençaient à s'impatienter. Dans une interview à France Inter, un chroniqueur déclara: « C'est beau, ce qu'il fait, ce Clément, mais soyons honnêtes. On ne résout pas la souffrance des jeunes avec des bancs. On a besoin de structures, de solutions concrètes, pas de poésie. » Clément entendit l'émission dans un taxi. Il ne se défendit pas. Il nota simplement dans son carnet. Quand le monde s'accélère, les gestes lents deviennent des actes de résistance. Un jour, une école primaire de Montpellier demanda à installer un banc d'écoute adapté aux enfants. Clément hésita. Il n'avait jamais travaillé avec des plus jeunes. Maze IL Southeast Renditzer Place. La directrice lui montra une petite cour, 2 arbres, un carré d'herbe. Ici, on voudrait un endroit où un élève qui ne va pas bien puisse juste souffler. Clément s'assit au pied d'un arbre. Des enfants couraient partout. Cris, rires, jeux. Puis une petite fille s'approcha. Elle avait 7 ans. Elle s'appelait Inès. Elle regarda Clément sans parler. Puis dit: « Tu fais quoi ? » « J'attends, » répondit-il. « Tu attends quoi ? » « Je ne sais pas. Peut-être quelqu'un qui voudrait que je sois là, juste là. » Inès le fixa longtemps. « Tu veux que je m'assoie avec toi ?» Il sourit. Ellis Asset. Et ils restèrent là, à écouter les autres jouer. Quand la cloche sonna, elle dit en se relevant: « On devrait appeler ça un coin pour respirer. » Clément rit doucement. Et le coin respire fut né. Ce concept se répandit rapidement dans les écoles primaires. Sans mots trop grands. Sans discours sur le bien-être. Juste un coussin, une petite affiche, et un adulte qui acceptait de ne pas remplir l'espace. Mais ce développement attira à nouveau l'attention des institutions. Une grande fondation privée proposa à Clément un partenariat. On vous finance 100 coins respire dans toute la France. Mais en échange, on ajoute notre logo. On installe un petit capteur d'occupation pour mesurer leur utilité sociale. Et on collecte quelques données anonymes, bien sûr. Clement Akuta. Puis refusa. Encore. Si un enfant sent qu'il est observé pendant qu'il se tait, alors il ne se tait plus. Il se contrôle. Le responsable haussa les épaules. Mais vous passez à côté d'un impact massif. Clément répondit: «
Je préfère un impact lent, mais qui respecte la fragilité. Dans l'ombre, Éco-Écoute, la plateforme créée par Jules Benard, continuait son expansion. Ils avaient maintenant des contrats avec plusieurs académies, des partenariats avec des laboratoires de neurosciences, des publicités sur les réseaux sociaux. Un matin, Clément tomba sur une vidéo de démonstration. Une intelligence artificielle interagissait avec un lycéen. Voix douce. Réponse calibrée. Suggestions de-exercises de respiration. La vidéo finissait sur le slogan. La compassion, maintenant disponible à toute heure. Clément sentit une boule dans la gorge. Pas de jalousie. Mais une immense fatigue. Il se demanda s'il n'était pas en train de perdre la bataille. El apila mael. J'ai l'impression de parler dans le vide, murmura-t-il. Elle le laissa finir. Puis dit. Tu m'as appris un truc, Clément. Que parfois, parler dans le vide, c'est exactement ce qu'il faut faire. Parce que le vide, c'est ce qui reste quand le reste fait trop de bruit. Il sourit. Pour la première fois depuis des semaines. Et il décida d'écrire une lettre ouverte. Elle fut publiée dans Libération sous le titre « Plaidoyer pour les gestes inutiles ». Extrait. On me dit que ce que je fais ne résout rien. C'est vrai. Je n'ai jamais voulu résoudre. J'ai voulu accompagner. On me dit que ce n'est pas mesurable. C'est vrai. Le silence n'est pas quantifiable. On me dit que l'avenir, c'est l'intelligence artificielle. Peut-être. Mais le présent, c'est quelqu'un qui ose rester à côté de vous sans avoir peur de votre peine. L'article fit le tour des réseaux sociaux. Pas comme un buzz, mais comme une réponse discrète, pour ceux qui en avaient besoin. Cette nuit-là, Clément reçut un message d'un homme qu'il ne connaissait pas. Il se présentait comme Cédric, ancien éducateur de rue. J'ai lu votre lettre. J'ai 56 ans. J'ai vu trop de jeunes qu'on a essayé de traiter au lieu de simplement accompagner. Demain, je vais sortir une chaise dans mon quartier. Juste une chaise. Et j'attendrai. Merci de m'avoir rappelé que c'est suffisant. Clément relut ce message 3 fois. Et il nota dans son carnet. Quand quelqu'un choisit de rester sans rien dire, le monde recommence à tenir debout. L'été approchait, mais Clément ne ressentait plus la légèreté habituelle des jours rallongés. Il se levait tôt, répondait à des messages, tentait de structurer le désordre magnifique qu'était devenu son projet. Il refusait toujours les grandes structures, les financements massifs, les promesses de visibilité planétaire. Et pourtant, chaque jour, une personne nouvelle lui écrivait. Pas pour lui demander une solution. Pour raconter. Un silence partagé dans une salle de prof. Un enfant qui s'était assis seul, puis s'était mis à dessiner. Une infirmière scolaire qui avait simplement gardé la porte ouverte pendant que quelqu'un pleurait de l'autre côté. Des gestes discrets. Invisibles. Et pourtant plus solide que n'importe quel système. Clément commença à archiver ses témoignages. Pas dans une base de données. Dans un cahier. Il l'appelait « Les Invisibles ». Un matin, il reçut une invitation inattendue. La chaîne publique France 2 préparait une émission spéciale sur les nouveaux visages de l'engagement. On voulait l'Y faire intervenir. I'll refuse a parliament. Ce n'était pas son terrain. Mais la productrice insista. On ne veut pas une success story. On veut rappeler que changer le monde, c'est parfois juste s'asseoir avec quelqu'un. Après réflexion, il accepta. À condition qu'il puisse venir avec quelqu'un. Il pensa à Cédric, l'éducateur de rue qui lui avait écrit. I'll le contacta. Cédric accepta immédiatement. Je n'ai jamais parlé à la télé, dit-il. Mais je sais écouter les silences. Ça devrait suffire. Sur le plateau, entre deux jeunes entrepreneurs sociaux et une star du web militant pour l'écologie, Clément et Cédric formaient un duo silencieux. Mais quand vint leur tour, ce fut comme un courant d'air différent. Clement parla peu. Il raconta une histoire, celle d'un banc, d'un élève, d'un moment de présence. Puis il tendit le micro à Cédric. Moi, je n'ai rien inventé, dit l'homme à la voix grave. J'ai juste arrêté de vouloir réparer les jeunes comme on répare un vélo. Je me suis assis. Et parfois, ça suffisait. Il y eut un silence. Et dans ce silence, quelque chose de rare, une écoute réelle. Après l'émission, les réseaux sociaux s'enflammèrent. Pas avec des hashtags. Avec des phrases simples, reprises, partagées. Et si on apprenait à rester?
Le silence ne guérit pas, mais il ouvre. Être là, c'est déjà beaucoup. Un mouvement parallèle naquit, des photos de chaises posées dans des lieux inattendus. Une chaise au bord d'un terrain de foot. Une chaise dans un supermarché. Une chaise au milieu d'un couloir d'université. Sans mots. Sans panneau. Juste une chaise. Et un sous-titre, « J'attends, si tu veux ». Clément fut dépassé par l'ampleur de ce geste. Mais il ne chercha pas à le contrôler. Il savait maintenant que ce qui comptait n'était pas qu'on le cite, mais qu'on l'incarne. Il organisa une rencontre discrète à Lyon. Pas un congrès. Pas une conférence. Un cercle. 20 personnes. Tous âges. Tous milieux. Aucun CV demandé. Ils passèrent la journée à parler peu. À écrire. À écouter. À la fin, Clément leur proposa une question. Et maintenant, comment on continue sans trahir? Un jeune homme, Maxence, répondit. Peut-être qu'on ne continue pas. Peut-être qu'on se dissémine. Comme des graines. Tu ne les contrôles pas. Mais tu sais qu'elles poussent quelque part. Clément décida alors de ne plus diriger le mouvement. Il écrivit une lettre ouverte. Je ne suis pas un leader. Je suis un témoin. Le projet n'a pas besoin d'un centre. Il a besoin de visages multiples, de silences divers, de bancs uniques. Si vous attendez un plan, il n'y en a pas. Il y a juste une promesse, celle de rester, même quand tout pousse à fuir. Il ferma le site officiel du projet. Et ouvrit une boîte postale. Chaque semaine, il y recevait des lettres. Certaines vides. D'autres pleines de ratures. Une fois, une feuille blanche, avec un simple mot au crayon. Enfin. Dans l'ombre, Écho-Écoute continuait de grandir. Jules Benard, dans une interview, déclara « Nous avons digitalisé l'écoute sans la dénaturer. Grâce à nous, des milliers de jeunes trouvent une oreille 24h24. » On lui demanda ce qu'il pensait du refus de Clément de s'adapter. Il répondit « Il est poétique. Mais le monde n'a plus le temps pour la poésie. » Ce soir-là, Clément relut l'interview. Puis il prit son carnet. Et écrivit « Quand le monde dit qu'il n'a plus le temps, c'est qu'il a déjà perdu ce qui comptait. » Un jour de juillet, il retourna au collège Jean Moulin. Tout avait changé. Nouveau bâtiment. Nouvelle direction. Nouveau visage. Mais le vieux banc était encore là. Usé. Craquant. Il s'assit. Et attendit. Un élève passa. Puis un autre. Puis une fille s'arrêta. Elle devait avoir 12 ans. Elle regarda le banc, puis Clément. On peut vraiment s'asseoir si on n'a rien à dire? Il répondit. C'est surtout pour ça qu'il est là. Elle s'installa. Et tous deux regardèrent la cour, en silence. Il nota intérieurement. Tant qu'il y aura une chaise, il y aura une chance. Après cet été-là, Clément se retira davantage de la scène publique. Il ne donnait plus d'interviews, refusait les panels et les prix. Il se contentait de répondre, parfois, à quelques lettres, d'aller s'asseoir dans des lieux où des bancs silencieux avaient vu le jour. On le croisait à Brest, dans une bibliothèque municipale, à Dijon, dans un jardin partagé, à Avignon, dans le hall d'un théâtre désaffecté reconverti en centre social. Toujours discret. Toujours à côté. Jamais au centre. On disait de lui qu'il était le garçon des silences. Mais lui se voyait simplement comme un gardien temporaire d'un espace qui ne lui appartenait plus. Un jour, il reçut une carte postale. Une simple photo d'un banc en bois sous la neige. Derrière, écrit à la main. J'ai attendu 2 heures. Personne n'est venu. Mais je n'étais pas seul. Signé, elle, sans plus. Clément sourit. Il comprit que cette lenteur-là, ce geste répété sans garantie de réception, était la forme la plus sincère de fidélité. Il commença alors un travail nouveau, la formation invisible. Pas dans des amphithéâtres. Pas avec des manuels. Mais par compagnonnage. Il appelait cela les passages. L'idée était simple, passer du temps avec une personne qui souhaitait devenir gardien d'écoute. Pas pour lui transmettre un savoir, mais un rythme. Un regard. Une manière d'être. Il passait 2 jours, parfois 3, dans une ville ou un village. Il marchait avec la personne. Parlait peu. Observate. Puis, à un moment donné, proposait « Et si on s'asseyait ici ?» Le premier passage eut lieu à Saintes, avec Léa, une éducatrice spécialisée.
Ils s'assirent dans un coin du marché couvert. Pendant 1 heure, personne ne s'arrêta. Puis un homme âgé vint acheter des fraises. Il regarda Clément, puis Léa. Et dit, « Vous attendez quelqu'un ?» Clément répondit, « Pas vraiment. On est là, au cas où. » Home hokalatet. I'll rested about an instant. Puis partit. Léa dit à Clément, « Je croyais que j'aurais besoin d'outils. Mais ce que tu m'as donné, c'est du temps. » Il répondit, « Le temps, c'est l'outil. » Les passages se multiplièrent. Sans publicité. Sans inscription. Une personne en appelait une autre. Et ainsi, doucement, se tissa un réseau de présence. À Metz, un garagiste. À Narbonne, une bibliothécaire à la retraite. À Lille, un étudiant en psychologie. Tous disaient la même chose, avec leurs mots. J'avais oublié qu'être là pouvait suffire. Puis vint l'automne. Et avec lui, une lettre particulière. Elle venait du ministère. Pas un rappel à l'ordre. Une demande de transmission. Une nouvelle direction avait été nommée à la cellule bien-être et écoute scolaire. Ils avaient entendu parler du travail de Clément. Ils voulaient comprendre, non pour l'encadrer, mais pour ne pas l'écraser par inadvertance. Clément fut méfiant au départ, mais accepta de rencontrer la responsable, Madame Séverine Mazel. Dans un petit bureau du 5e arrondissement de Paris, ils burent un café tiède, sans document, sans enregistreur. « Je ne suis pas là pour institutionnaliser votre idée, dit-elle. Je suis là pour que l'institution n'écrase pas ce qu'elle ne comprend pas. » Clément la regarda, longtemps, en silence. Puis répondit. « Alors je vais vous raconter une histoire. » Il raconta celle d'une élève à Toulouse. Elle s'appelait Nour. Un jour, elle s'était assise sur un banc d'écoute sans dire un mot. Le lendemain, elle était revenue. Toujours silencieuse. Le 3e jour, elle avait apporté un livre. Elle l'avait posé entre elle et le gardien. Et ils avaient lu. Ensemble. Pendant 1 heure. Au bout de 3 semaines, Nour avait écrit un mot. « Je suis prête à parler. » Mais pas à haute voix. Ils avaient alors trouvé un code. Elle écrivait. Le gardien répondait par un dessin. Clément conclut. « Voilà ce que je veux préserver. » Des formes d'expression qui ne s'expliquent pas dans un tableau Excel. Madame Mazel ne prit pas de notes. Elle dit juste. On ne va pas l'institutionnaliser. On va lui faire de la place. C'est ainsi qu'1 an plus tard, une circulaire discrète fut envoyée aux académies. Titre, sur la mise à disposition d'espaces d'écoute non directifs dans les établissements scolaires. Elle ne prescrivait rien. Elle invitait. Elle disait. Laisser un banc libre, ce n'est pas une perte d'espace. C'est une proposition de rencontre. Clément n'en fit aucun commentaire public. Il reprit sa route. Dans une école de campagne près d'Alès, il installa un banc avec une phrase nouvelle, soufflée par un enfant. Ici, tu peux ne pas savoir quoi dire. On ne t'en voudra pas. Il nota dans son carnet. Le plus difficile, ce n'est pas de créer un lieu d'écoute. C'est de le protéger des bonnes intentions. TIL continua. Non pas vers plus grand, mais vers plus juste. C'était un jour de pluie battante dans un petit village du Jura. Clément s'était réfugié dans l'abri d'un arrêt de bus désaffecté. Il venait d'accompagner un nouveau gardien, Antoine, instituteur d'une classe unique, qui voulait aménager un coin d'écoute au fond de sa salle, entre la bibliothèque et le poêle à bois. Ils avaient passé la matinée à déplacer des meubles, à écrire à la main une phrase sur une planche de bois. Ici, on peut juste être. Et maintenant, ils attendaient que la pluie cesse. Antoine demanda. Tu crois que ça va changer quelque chose pour eux? Clément haussa les épaules. Ce n'est pas à moi de le savoir. Parfois, ce qu'on sème pousse bien plus tard. Ou ailleurs. Il raconta alors l'histoire d'un banc installé dans une salle de permanence d'un lycée de banlieue lyonnaise. Le gardien avait attendu des semaines sans qu'aucun élève ne s'arrête. Puis un jour, quelqu'un s'était assis. Silencieux. Les bras croisés. C'était tout. Le lendemain, la chaise avait été déplacée. Puis remise. Puis déplacée à nouveau. Comme si un dialogue se faisait, non pas par les mots, mais par les gestes. Et un matin, un petit mot avait été scotché au mur. Merci de ne pas m'avoir demandé d'expliquer. Antoine écouta, longtemps, puis dit simplement. Je crois que c'est ce qu'il nous manque à tous.
Un endroit où ne rien dire ne veut pas dire qu'on ne ressent rien. Dans les mois qui suivirent, Clément reçut de plus en plus de lettres anonymes. Il en faisait des piles dans sa chambre. Certaines étaient remplies de paragraphes. D'autres étaient vides, sauf une signature. Une fois, il trouva une enveloppe contenant une seule feuille pliée en deux. À l'intérieur, un pétale de fleurs séchées. Et au dos, ces mots. Ce jour-là, je ne me suis pas effondré. Grâce à vous. Même si vous ne le saurez jamais. Clément ne chercha pas à savoir qui avait écrit. Il glissa la feuille entre deux pages de son carnet. Et reprit la route. Un matin d'automne, dans une petite ville du Lot, il retrouva Maëlle. Elle avait maintenant 19 ans, étudiait la photographie à Toulouse, et réalisait un projet documentaire sur les lieux où l'on respire. « Je voulais te montrer quelque chose, dit-elle. Elle lui montra une série de clichés. Des bancs vides, des chaises solitaires, des recoins de couloirs, de préaux, de bibliothèques. Mais ce n'étaient pas les objets qui frappaient. C'était la lumière. Maëlle photographiait le silence comme d'autres photographient l'évidence. Elle captait la trace invisible d'une attente, d'impossible. Clément regarda les images sans parler. Puis dit « Tu leur donnes une voix sans bruit. » Maëlle hoka la tête. Je crois que le silence a une texture. Et j'essaie juste de ne pas l'abîmer. Ils décidèrent de créer ensemble une exposition itinérante. Titre : Ceux qui restent. Chaque photo serait accompagnée d'un mot, d'un fragment de témoignage, ou d'un silence assumé. Pas d'explication. Pas de légende. Le vernissage eut lieu dans une petite médiathèque à Rodez. Une centaine de personnes vinrent. Certains restèrent 1 heure. D'autres, 5 minutes. Un garçon de 12 ans regarda une photo d'un banc en béton sous un ciel couvert. Il demanda à sa mère. Pourquoi il montre des trucs où il ne se passe rien? La mère répondit. Peut-être que c'est justement pour qu'on voit ce qu'on ne regarde jamais. L'exposition circula dans 20 villes. Elle toucha des lieux inattendus, un centre pour personnes en situation de handicap, une prison, une école d'arts appliqués, un EHPAD. À chaque fois, des gens s'arrêtaient, regardaient, parfois pleuraient. Mais ce que Clément aimait le plus, c'étaient les silences entre les visiteurs. Cette manière qu'ils avaient de ne pas avoir besoin de parler pour partager. Une vieille dame à Lille lui dit « C'est étrange. Je ne me suis jamais senti aussi accompagné qu'en regardant ces images seules. » Un jour, dans un lycée agricole du Vaucluse, une professeure lui demanda « Vous n'avez jamais peur que votre projet devienne une nostalgie? Qu'on en parle comme d'un truc beau, mais inutile ?» Clément répondit « La nostalgie, c'est quand on regrette quelque chose de passé. Moi, je propose qu'on s'arrête un peu maintenant. Avant qu'il ne soit trop tard. » Il marqua une pause. Le silence, ce n'est pas un retour en arrière. C'est un espace qu'on ouvre. Mais tout le monde ne comprenait pas. Certaines personnes, même bienveillantes, proposaient encore de professionnaliser le réseau. De former des écoutants en ligne. De créer une plateforme de témoignages certifiés. Clément écoutait. Il ne jugeait pas. Mais il finissait toujours par dire. Ce qui tient, ce ne sont pas les structures. Ce sont les gestes sans but. Les présences sans rôle. Et ça ne s'administre pas. Il écrivit une lettre, une de ses dernières publiques. Je ne veux pas que mon nom soit associé à un label. Je ne veux pas qu'on parle de méthode Clément. Je veux qu'on oublie mon prénom, mais qu'on se souvienne qu'un jour, un banc a suffi à faire respirer quelqu'un. Ce n'est pas une fin. C'est une permission. À vous maintenant. Et puis il se tut. Pas par lassitude. Par cohérence. Par confiance. À force de voyager, de transmettre sans attendre, Clément devint un nom que certains citaient, mais que peu reconnaissaient. Il n'avait plus de compte officiel, plus de site web, plus de logo. Et pourtant, les bancs se multipliaient. Un surveillant à Nanterre créa un refuge minute entre 2 ascenseurs. Une infirmière scolaire à Brest aménagea une alcôve de silence derrière un paravent. Une CPE à Montpellier mit en place un quart d'heure sans raison où les élèves pouvaient venir juste être là. Tout cela sans coordination. Sans réseau officiel. Mais avec un fil invisible. Celui qu'on ne coupe pas. Clément, lui, avait posé ses affaires dans un petit appartement au bord de la Loire. Une vieille bâtisse en pierre, simple, ouverte au courant d'air. Il vivait là sans prétention, cultivant quelques plantes,
accueillant parfois ceux qui avaient besoin de faire une pause. Il appelait ce lieu l'intervalle. Pas un centre. Pas un programme. Juste un endroit où on pouvait venir et ne rien prouver. Il n'en faisait pas la publicité. Il répondait seulement aux lettres. Aux vraies. Celles envoyées par la poste. Un jour, une enveloppe sans adresse de retour arriva. À l'intérieur, un feuillet manuscrit. Je n'ai pas d'endroit. J'étouffe. Je n'ai pas envie de parler. Juste de poser mon sac quelque part et qu'on ne me demande pas pourquoi. Clément répondit. 3 lignes. Il y a une chaise. Une fenêtre. Et du thé. Tu peux venir. Tu peux ne pas venir. L'endroit existera même si tu n'y entres pas. Quelques semaines plus tard, une jeune femme arriva. Elle s'appelait Naël. Elle ne dit presque rien le premier jour. Ni le deuxième. Elle s'asseyait dans la cour, lisait, parfois écrivait. Le 3e soir, elle demanda. Pourquoi vous m'avez répondu? Clément haussa les épaules. Parce que quelqu'un l'a fait pour moi, un jour. Et que je n'ai jamais oublié ce geste. Naël resta 2 semaines. Avant de partir, elle déposa un petit papier dans la cuisine. Ce n'était pas un refuge. C'était un seuil. Merci de m'avoir laissé le franchir. L'automne suivant, Clément reçut une invitation à l'étranger. Une université au Québec souhaitait organiser un colloque sur l'écoute lente comme résistance contemporaine. Il fut d'abord tenté de refuser. Puis, il pensa à tout ce qu'il avait reçu sans demander. Il accepta. À Montréal, il découvrit un public curieux, attentif, ému. Mais aussi, pour la première fois, une forme d'hostilité voilée. Un doctorant lui demanda. N'avez-vous pas peur d'encourager la passivité? D'entretenir un modèle d'inaction face à la souffrance? Clément répondit. Il ne s'agit pas de ne rien faire. Il s'agit de ne pas faire à la place. L'écoute lente, ce n'est pas renoncer. C'est refuser de forcer. Et parfois, c'est le plus courageux des gestes. La salle reste silencieuse. Et le professeur organisateur conclut. On ne sortira peut-être pas d'ici avec des solutions. Mais on ressort avec des questions plus justes. Et c'est un bon début. De retour à l'intervalle, Clément retrouva ses plantes, ses carnets, son rythme. Il écrivait peu. Mais il observait beaucoup. Il voyait comment les choses les plus simples tenaient mieux que les grandes idées. Une tasse lavée sans bruit. Un regard sans attente. Un banc non occupé, mais jamais déplacé. Un matin, alors qu'il arrosait ses herbes aromatiques, il découvrit sur le rebord de la fenêtre un carnet oublié. Sur la première page, une phrase en lettres irrégulières. J'ai grandi dans une maison pleine de voix qui coupaient les miennes. Ici, j'ai compris que mon silence avait de la valeur. Clément ferma le carnet, sans en lire plus. Et il écrivit à son tour, sur une feuille libre. Merci de l'avoir laissé. Je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Je le garderai là, ouvert. Un soir d'hiver, il reçut la visite d'un vieil homme. Il s'appelait Anouar. Il avait connu le projet à ses débuts, en tant qu'éducateur dans une ZEP à Lyon. Maintenant à la retraite, il avait parcouru la France pour voir ce que l'idée était devenue. Je suis venu vérifier si c'était encore vivant, dit-il. Clément lui servit du thé. Ce n'est plus un projet, répondit-il. C'est devenu une langue. Silencieuse, mais parlée. Ils ne parlèrent pas beaucoup ce soir-là. Mais au moment de se quitter, Anouar dit. Tu sais ce qu'on dit dans ma langue d'origine? Écouter, c'est accueillir sans voler. Clément sourit. Et nota la phrase dans son carnet, comme un talisman. Au printemps, des enfants vinrent à l'intervalle avec leur institutrice. Une sortie scolaire, atypique, sur le thème Apprendre à s'arrêter. Ils visitèrent le jardin, posèrent des questions sur les plantes, puis s'assirent en cercle. L'un d'eux, un garçon aux yeux vifs, demanda. « C'est quoi ton travail, monsieur Clément ?» Il réfléchit, puis dit. « J'essaie de ne pas rater les moments où quelqu'un a besoin d'être accompagné sans être corrigé. » L'enfant franca les sourcils. Tu veux dire, être là sans faire? Exactement. Alors t'es un gardien de rien? Clément éclata de rire. Oui. Et c'est beaucoup. Les années passèrent. Clément ne changea pas de maison, ni de rythme. Il n'écrivit jamais de livre. Il ne créa pas de fondation. Il continua simplement d'ecoter. De former sans formalizer.
Dehabiter less interstices. L'intervalle accueillait parfois 1 ou 2 visiteurs par semaine. Parfois aucun. Et ce silence, loin d'être un vide, était devenu un climat. Il n'y avait pas de planning. Pas de justification. Juste des présences temporaires, qui laissaient une trace sans s'imposer. Un jour, une ancienne élève devenue éducatrice écrivit. Ce que vous m'avez transmis, ce n'est pas une méthode. C'est une permission. Celle d'exister autrement. Clément relut ces mots plusieurs fois. Puis rangea la lettre avec les autres, dans la boîte qu'il appelait les sédiments. Parce que ces mots-là n'étaient pas de passage. Ils déposaient quelque chose. Un matin de novembre, il reçut la visite de Maëlle. Elle n'était plus étudiante. Elle travaillait maintenant dans une petite maison d'édition indépendante. Elle venait de publier un recueil de photographies sans légende, des lieux vides, mais chargés. Intitulé en creux. Ils s'installèrent dans la véranda. Parlèrent peu. Puis elle demanda. « Tu penses à la suite, parfois ?» Il sourit. « Je ne sais pas s'il y a une suite. Peut-être que ce qu'on a commencé n'a pas besoin de fin. Peut-être que ça va juste se transmettre, comme un murmure qu'on prolonge. » Maëlle regarda au loin. « Tu sais, j'ai vu des gens utiliser tes mots sans même savoir qu'ils venaient de toi. Des phrases entières reprises, comme des intuitions collectives. » Clement hocha la tête. Alors c'est que ça vit. Plus tard, ce même mois, une lettre arriva d'Algérie. D'une femme nommée Salima. Elle avait entendu parler du projet par un ami enseignant en France. Elle écrivait. « Je suis directrice d'un centre pour jeunes filles en rupture familiale. Ce que vous avez créé, je crois que nous en avons besoin. Pas pour copier, mais pour traduire. À notre manière. Puis-je venir vous rencontrer ?» Clément lui répondit. « Je ne peux pas vous dire comment faire. Mais je peux vous offrir un thé, et un silence à partager. » 2 semaines plus tard, Salima arriva à l'intervalle. Ils passèrent 3 jours ensemble. Elle raconta les violences, la peur, mais aussi l'incroyable résilience de certaines adolescentes qu'elle accompagnait. Clement Elacuda. Puis, avant qu'elle reparte, il lui tendit une page de son carnet. Il n'y a pas de manuel pour accueillir. Mais il y a des gestes qui ouvrent, sans mots. Trouvez les vôtres. Faites-les exister. Même s'ils sont invisibles. Salima repartit en promettant de bâtir un lieu. Elle ne savait pas encore où, ni quand. Mais elle savait comment, lentement. L'hiver fut long. Clement tomba malade. Rien de grave. Mais son corps lui rappela qu'il fallait ralentir davantage encore. Il passa ses journées à relire ses carnets. À trier les mots qu'il voulait transmettre un jour. Ou pas. Un soir, il écrivit une lettre. Il la glissa dans une enveloppe, sans destinataire précis. Elle commençait ainsi. À celle ou celui qui, un jour, aura besoin de rester sans rien faire. Je veux te dire que ce n'est pas une perte de temps. C'est un acte. Une résistance douce. Un souffle contre l'urgence. Et tu n'as pas à t'en excuser. Il déposa l'enveloppe dans la boîte à lettres de la gare du village. Quelqu'un la trouverait peut-être. Ou non. Mais elle existait. Et c'était suffisant. Au printemps, Clément reçut un colis. À l'intérieur, un petit livre relié à la main. Titre, l'espace entre 2 phrases. Aucun nom d'auteur. Chaque page contenait un extrait d'un témoignage, d'un mot glané sur un banc, dans une école, dans un courrier. Sur la dernière page, un simple remerciement. À celui qui a semé sans signer. Clement firma le livre. Le serra contre lui. Et, ce soir-là, il s'assit dans son jardin. Pas pour attendre. Pas pour penser. Juste pour être là. Il y avait du vent. Des feuilles frémissaient. Et quelque part, il le sentait, quelqu'un, peut-être, s'asseyait aussi. On ne sait pas exactement ce qu'est devenu Clément après cela. Certains disent qu'il vit toujours à l'intervalle. D'autres qu'il a quitté la France pour aider à créer des lieux silencieux ailleurs. Mais partout, dans des écoles, des centres sociaux, des bibliothèques, des parcs, on retrouve parfois une chaise, un banc, une phrase écrite à la main. Tu peux t'asseoir. Je ne te poserai pas de questions. Et dans ce geste, il y a plus qu'un souvenir. Il y a une promesse. Celle de ne pas se détourner. Celle de ne pas réparer. Mais de rester, simplement. Et d'écouter.